Bonjour à tous et bienvenue dans cette 16e vidéo, notre rencontre hebdomadaire pour suivre les aventures, le périple du XRP. Et nous allons donc rapidement regarder, comparer ce qu'il nous a offert par rapport à nos pronostics de la semaine dernière. Nous avions évoqué une hausse puisque les fondamentaux semblaient nous orienter vers une vague d'optimisme. Et nous profiterons de cette analyse pour tenter de comprendre l'évolution du prix du XRP d'ici la fin de l'année 2024. C'est parti, à tout de suite. Et comme l'usage le demande, nous nous plongeons dans l'étude du marché et d'un point de vue technique, nous avions dit que le marché allait prendre quelques couleurs, mais restait toutefois assez fragile. Nous n'avions pas suffisamment de vendeurs pour considérer une baisse du marché du XRP. Nous avons donc atteint un cours du XRP situé entre 45 centimes d'euros l'unité et 51 centimes. Faisant suite, bien sûr, à l'analyse du marché des options. J'avais évoqué l'idée que le prix ne devrait pas retourner en dessous de 45 centimes d'euros puisque les offres d'achat sont très élevées à ce niveau-là. Et la barre bleue que nous avons dans le graphique, qui est établie depuis le début de notre projet au seuil de 44 centimes et 77 centièmes, eh bien, tient toujours, et ce n'est pas une surprise, même si elle reste sous tension. Mais c'est surtout cette combinaison de moyennes mobiles que nous avons aujourd'hui qui m'intrigue. Nous avons une conjoncture de tous les indicateurs du RSI sur un seuil neutre de 45 unités, et c'est exactement ce que nous avions eu le 27 avril dernier, avant que le marché reparte à la baisse. Et tout comme il y a 2 mois, nous étions en une apparente fin de momentum baissier. Je vais donc être franc, je ne sais pas à ce stade quelle force va dominer. Le marché des options est très neutre, nous sommes exactement sur un 50-50, c'est la totale indécision qui domine et dans ce cas il est préférable d'observer ce qui va se passer sans préconiser une prise de position éventuelle. Et c'est cette indécision qui me donne cette intuition que le marché pourrait de nouveau toucher le seuil de 42 centimes l'unité dans un environnement où Ripple Lab est en train d'injecter des jetons dans le marché. Ceci n'est pas propice à un enthousiasme, en tout cas pour une hausse. Et c'est la raison pour laquelle, dans notre deuxième partie, nous évoquons les perspectives de prix sur le plus long terme. Et la question va être à quel prix le XRP pourrait se négocier aux alentours de Noël. Eh bien, de fait, connaître le cours du XRP sur les 6 prochains mois, c'est estimer la maturité des projets réels et concrets de l'entreprise Ripple Lab. Alors, si nous faisons un inventaire de tous ces projets, eh bien, ce qu'il y a en préparation, nous le voyons, il y a 3 dates butoirs. La première date butoir est celle de la décision du verdict du tribunal de New York vis-à-vis de la requête de la SEC. Le deuxième projet fondamental pour le XRP, celui qui est beaucoup plus important parce qu'il est à beaucoup plus long terme, correspond aux efforts que Ripple Lab organise afin d'aboutir à un jeton convertible et à les proposer auprès des institutions financières. Et visiblement, ce projet s'accélère depuis une victoire de Ripple concernant la perception du jeton, considéré à présent, ce n'est plus une surprise, comme une commodité. Et enfin, ce qui est de fait le plus important, c'est de trouver des clients pour ce jeton convertible et de signer des partenariats afin de lancer le projet et de livrer les premiers jetons convertibles. Et nous avons compris que la baisse du XRP permettait déjà de voir que les résultats de ce verdict sont déjà pricés dans le marché. Parce que perdre 2 milliards est une chose qui est avérée, même si toutefois, eh bien, il y a encore 800 000 euros qui peuvent être négociés. Et ça permet donc de trouver, de donner des perspectives, en tout cas sur le prix du marché à court terme. Nous voyons donc aujourd'hui que des choses sont en train de bouger. Nous comprenons en particulier qu'il y a la signature de certains contrats signés par des institutions financières ou bien alternativement par les États qui peuvent être à la fois des banques centrales tout comme des banques privées. Et ainsi prendre ces jetons comme des actifs, les mettre en dépôt. Et toute la difficulté ici, c'est de savoir comment ces contrats basés sur le droit international privé vont être verrouillés entre l'administration publique et Ripple Lab, une entreprise privée. C'est que seuls les États ayant des relations relativement solides avec les États-Unis pourront le faire. Et il est quand même important de bien constater que le XRP a une valeur en dollars et que c'est bien le dollar américain qui est la monnaie correspondante
au XRP. Enfin, tout un travail en amont doit se faire pour établir ces partenariats qui mettent ensemble le Ripple Lab et les gouvernements. Or, cette question semble aujourd'hui se clarifier. Les agences de presse ont publié ainsi un état des lieux sur le niveau de coopération entre 10 gouvernements et puis l'entreprise Ripple Lab. Même si j'ai toutefois échoué à découvrir dans ces dépêches de presse le montant qui avait été décidé d'allouer lors de ces négociations. Il y a un accord de principe, mais les termes de ces accords sont dits confidentiels et il est donc impossible à ce jour de le connaître. Toutefois, en fouillant la presse de ces pays, il y a d'autres informations qui sont apparues à mes yeux, que nous allons évoquer lorsque nous allons un petit peu circonscrire ce projet. Et tout d'abord, regardons un petit peu la liste de ces 10 États, de ces 10 gouvernements évoqués par Ripple Lab, qui sont disposés ainsi. Alors, nous avons l'État du Palaos, le Monténégro, le Royaume du Bhoutan ainsi que la République de Géorgie et enfin la Colombie. Et les 5 autres États évoqués par le directeur de Ripple Lab n'ont toujours pas encore signé quelque accord que ce soit, d'où l'idée de parler, d'évoquer de 10 États impliqués dans ce projet. Alors, la raison pour laquelle ces 5 pays ont signé un partenariat tiennent sur la spécificité de ces gouvernements. Il s'agit par exemple de pays assez pauvres, comme par exemple le Royaume du Bhoutan, qui ne produit que 3 milliards de dollars de PIB annuellement, tout comme le Palaos, qui n'a de système bancaire productif et produisant annuellement un PIB d'ordre de 230 millions de dollars, ce qui est très peu. Quant aux 3 autres, eh bien, leur niveau de croissance économique est beaucoup plus marqué. Ce sont des pays plus ouverts, plus commerciaux, mais très dépendants toutefois de l'extérieur en termes financiers. Et c'est la raison pour laquelle le niveau d'implication de ces pays dans le projet XRP fut décidé d'une manière différente. Et cette information est en fait disponible dans les médias de ces pays. Il y a une pleine implication du projet XRP pour le Royaume du Bhoutan ainsi que du Palaos. Et c'est facile à comprendre que le système financier étant très peu développé dans ces deux pays, il y a donc un intérêt à accélérer les échanges commerciaux et de produits financiers. Et 3 autres pays considèrent qu'il y a possibilité de faire des bénéfices en accueillant ce XRP dans leurs institutions. Tout cela se fait en tout cas de manière limitée parce qu'il y a des risques inhérents encore à ce projet. Alors, en regroupant les secteurs concernés par le projet XRP, j'ai donc estimé que le partenariat signé avec ces 5 pays permettent au XRP de partager 2 milliards de dollars de fonds avec les banques centrales de ces 5 pays. Ainsi, par exemple, le Monténégro n'est concerné par ce projet que pour son immobilier. Et c'est pareil pour la Colombie. C'est donc une implication en fonction de l'état du système bancaire. Un exemple concret, acheter un appartement à Bogota demande habituellement une autorisation de la banque pour l'acquisition du bien. Et cet obstacle est facilité son détournement lors de l'acquisition de ce bien immobilier. Et le Bhoutan, qui n'est pas touché par la globalisation, c'est donc une bonne opportunité pour ce pays d'avoir le moyen de transférer des fonds sans être partenaire au système SEPA. Le Monténégro ainsi que la République de Géorgie sont 2 pays candidats à l'Union européenne, rappelez-vous, mais cherchent toutefois à attirer les capitaux russes et le XRP pourrait jouer un rôle dans cet objectif. Enfin, le Palaos est considéré comme un paradis fiscal, un pays qui utilise le dollar américain pour ses transactions et nous constatons ici l'avantage considérable à utiliser le XRP pour consolider sa position économique. Dernier pays enfin, la Colombie qui recherche toujours des débouchés sur ses capitaux. N'oublions pas que la Colombie exporte des matières premières à des prix très volatiles et que l'utilisation du XRP dans certains secteurs économiques permet de verrouiller les prix sur contrat sans être tributaire de l'évolution des cours de la monnaie locale vis-à-vis du dollar américain. Ceci étant dit, à quel prix donc devrait-on avoir le XRP à la fin de cette année, une fois que l'ensemble de ces partenariats seront verrouillés, même s'ils sont partiels ou voire insignifiants. Et c'est sans doute la raison pour laquelle on parle de confidentialité. En fait, afin de ne pas révéler les dysfonctionnements de ce projet XRP qui pose encore visiblement des risques. C'est un jeton qui est bien sûr contrôlé par une entreprise, ce n'est pas le résultat d'un minage. La liberté d'utilisation n'est pas la même que celle du Bitcoin. Il y a un interlocuteur supplémentaire qui est le propriétaire du jeton
Et à ce problème se pose la question de la liberté des droits d'utilisation du XRP. Et il y a aussi le fait que nous constatons que le XRP ne prend pas forcément le chemin d'une dédollarisation. Alors l'exemple du Palaos est éloquent, nous restons dans l'univers du dollar américain. Et toutes ces contraintes vont donc questionner la possibilité d'utiliser pleinement les jetons du XRP. Et je pense qu'il y aura un enthousiasme sur le XRP lorsque l'ensemble de ces partenariats seront scellés finalement avec les États, parce que les institutions financières qui sont présentes dans ces pays seront demandeurs du jeton. Nous ne sommes qu'au stade de signature et non de ratification de ces projets. Et si jamais le prix du jeton atteint par exemple 66 centimes d'euros, je pense qu'il serait raisonnable de le vendre. Le marché pourrait marquer le coût du contentieux qui va s'achever en valorisant le prix du jeton XRP, mais je ne pense pas que cet événement se déroulera cette année en 2024. C'est donc, en résumé, la session d'aujourd'hui nous apprend qu'aucune position ne serait à prendre. La fin de l'été pourrait révéler d'autres opportunités que nous ne manquerons pas de partager ici. Voilà pour l'essentiel de cette semaine. Je vous souhaite une excellente journée. À la semaine prochaine. Au revoir.